je relance une vidéo YouTube. Salut YouTube, deuxième partie. Là, cette fois-ci, on est au pôle sud. Oui, exactement. Donc, je voulais donner un petit peu une vue à tout le monde de ce que c'était si on était au pôle sud. C'est pas du tout un coucher de soleil, hein, parce qu'au pôle sud, le soleil est toujours aussi bas, ce qui peut créer des conditions d'illumination en fait très particulières, parce que le soleil en fait est rasant. Donc, ça crée un jeu d'ombre et d'illumination qui sont pas du tout pareils que sur les régions qu'on appelle les maréas de la Lune sur la face. Merci, à l'équateur de la Lune. Et donc, le paysage est vraiment au pôle sud très spécifique. Il est spécifique par sa topographie, aussi sur la différence d'altitude du relief. On distingue, ça peut aller de plusieurs kilomètres d'altitude à aussi plusieurs kilomètres en dessous du niveau moyen de la Lune. Et donc tout ça, du fait que l'environnement est différent, l'illumination est différente. Je ne vais pas rentrer dans les discussions thermiques parce que Thierry, je sais que Thierry est là, il ne voudrait pas raconter de bêtises et il peut commenter. T'inquiète, moi aussi je serais là pour raconter des bêtises si jamais il faut en thermique. Donc, c'est vrai que ces conditions d'illumination et d'ombre créent vraiment un environnement très spécial qui est très intéressant parce qu'il y a des endroits qui sont hyper illuminés. Donc, on pourrait avoir une source de puissance très importante et continue. Quasi continue. D'un autre côté, il y a aussi vous voyez là, on est presque dans un cratère en fait sur cette photo. Et donc, c'est des zones par contre d'ombre permanente. Et là, il fait très, 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 très froid. Et donc, on peut avoir une présence d'eau glacée, on pense, on suspecte. Et ça a été montré dans certaines mesures par certains satellites. Mais bien sûr, il n'y a pas eu de mesures faites in situ de ça. Tout a été fait depuis orbite. Et la prochaine étape, ce serait d'être capable de se rapprocher du pôle sud pour pouvoir vraiment aller observer, mesurer l'environnement là-bas et la possible présence de ce qu'on appelle des volatiles, c'est-à-dire des espèces chimiques capturées dans le sol lunaire, pour voir si on pourrait l'utiliser pour des missions futures en les rendant plus sustainable. Et en les rendant aussi exploitables à grande échelle. Voilà. À grande échelle. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat. Je vais juste répondre à quelques-unes. Je vais en lire quelques-unes, peut-être aussi tu peux me préciser. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande quelles ressources seraient commercialement utilisables. Alors, on peut commenter rapidement, mais je tiens juste à dire à Germain et à toutes celles et ceux qui sont sur le chat, en fait, la semaine prochaine, on va rentrer beaucoup plus en détail sur ces notions de ressources lunaires et d'économie et des marchés liés à l'utilisation de ces ressources. Donc, on peut rapidement évoquer quelques trucs, mais donc on a l'eau, évidemment, l'eau principalement, qui est notre Graal sur la Lune. Bah, dans le projet sur lequel je travaille particulièrement, j'y reviendrai, on regarde en effet particulièrement à l'eau. Et on regarde à donc d'autres composés chimiques pour en comprendre en fait la quantité, mais aussi d'où ils pourraient venir, etc. Mais la première chose qu'on regarde, nous, de notre côté, c'est l'eau. Et évidemment, trouver de l'eau ouvre beaucoup de perspectives. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pensait que la Lune n'était pas humide du tout. Je ne veux pas du tout donner l'impression à tout le monde qu'il y a des lacs ou des canaux sur la Lune. Pas du tout. Mais par contre, il est possible qu'il y ait de l'eau dans une quantité quand même, il faut le dire, assez petite. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est de savoir en quelle quantité elle est, où est-ce qu'elle est, sous quelle forme, pour savoir vraiment s'il y a un potentiel d'utiliser cette eau ou pas. Et donc, avant de s'engager sur de gros développements pour utiliser cette eau et avoir de gros systèmes pour avoir une présence lunaire, il faudrait quand même d'abord caractériser ça. Ouais, et beaucoup de missions que vous avez vues sur le schéma précédent que j'ai projeté, il y a quand même une entente internationale autour de ça et on veut tous comprendre exactement de quoi ils retournent. Et il y a une anecdote sur les échantillons Apollo, c'est qu'en fait, ils ont détecté de l'eau quand ils ont ramené des échantillons Apollo.
Et ils ont cru en fait que c'était dû à une contamination des boîtes des échantillons. Et en fait, il s'avérait que cette eau était là depuis le départ et depuis la Lune. Mais ça change beaucoup de choses, parce que si on trouve de l'eau à l'équateur aussi, quel est l'intérêt d'aller au pôle sud du coup, hein? Les quantités d'eau au pôle sud devraient être plus importantes, évidemment, qu'à l'équateur, et sous des formes différentes. Tout le challenge est d'avoir de bons ingénieurs qui sont capables de designer et d'implémenter, de construire et d'opérer des rovers dans des conditions absolument extrêmes au pôle sud. Voilà. Alors là, du coup, l'ingénieur thermicien, il a du boulot, quoi. Parce que on parle en fait, dans les cratères qui sont tout le temps à l'ombre, on parle de 40 Kelvin. Hein. 40 Kelvin, il n'y a pas beaucoup d'électronique qui survivent à 40 Kelvin. Donc, c'est vrai qu'il faut des rovers. Alors, je te cache pas, avoir fait des petits projets, alors à mon échelle, hein, j'ai pas encore beaucoup d'expérience dans le domaine, sur des habitats, sur des rovers, alors des habitats à la surface ensoleillée, sur des rovers, dans des cratères. Et pour moi, c'est faisable. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'immense challenge ou de technologie qu'on ne connaît pas encore. C'est faisable. À mon avis, c'est une difficulté, c'est vrai, mais c'est jouable. En termes juste sur le point de vue thermique, tu vois. Après, il y a d'autres contraintes. Mais sur le point de vue thermique, c'est jouable, à mon avis. D'accord. Il y a beaucoup de... Pour moi, il y a beaucoup de liens quand même entre thermique et puissance sur ce type de mission. Ouais. Parce que une technologie clé, un point clé d'une mission lunaire, c'est comment être capable de survivre aux conditions de nuit. Donc, quand on est à l'équateur, les missions Apollo, il y avait 15 jours d'illumination, 15 jours de nuit. Donc, il faut être capable de résister, en tout cas autour de l'équateur, sur les missions qui ont été faites jusqu'à maintenant. Si on veut durer plus de 15 jours, il faut être capable de passer ces 15 jours de nuit, où la température descend énormément. Et là, il y a plusieurs systèmes possibles, mais le Graal et la clé, c'est d'avoir ce qu'on appelle des radioisotopes, des unités radioisotopes qui permettent de fournir ou de la chaleur ou bien même de la puissance électrique. Mais ça, c'est une technologie qu'on n'a pas en Europe. Parce qu'en fait, pour dire le problème en fait de la nuit, donc il y a les températures, et 2, on perd notre source d'énergie, parce que de base, c'est le soleil qui nous fournit l'énergie le jour sur la Lune avec nos panneaux solaires. Et donc la nuit, si on perd notre énergie, on perd tout ce qui fait tourner notre ventilation dans l'habitat, on perd tous nos systèmes. Donc il faut forcément une source d'électricité qui marche la nuit. Et donc pour ça, forcément, le nucléaire est parfait. Mais bon, beaucoup de ou alors des batteries, mais à ce moment-là, ou des choses avec des fuel cells, etc. Mais bon, ça devient plus compliqué. Je voulais juste mentionner une anecdote, en fait, parce que quand j'ai été en Russie, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait travaillé avec Korolev sur les missions lunaires des années 60 et 70 russes. Et donc, il a 80 ans, il a un poste très spécial donc dans l'industrie avec laquelle je travaille, mais il m'a dit, en fait, mais Bérengère, finalement, le problème, c'est pas du tout de survivre à la nuit quant à ce genre de petits réacteurs nucléaires. Le problème, c'est après de survivre au jour, parce qu'il y a tellement de puissance qu'en fait, ça chauffe énormément, et après, on arrive dans la discipline de Thierry. Il faut pouvoir évacuer toute cette chaleur et ne pas griller tous ces composants. C'est pas un si gros problème. Alors, c'est un problème, mais c'est pas un si gros problème. À mon avis, si tu arrives à avoir des... Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, si tu arrives à avoir des radiateurs, l'idée avec des radiateurs sur la même technologie basée que sur l'ISS. Tu sais, sur l'ISS, les radiateurs, ils ont un fluide qui circule à l'intérieur. Ouais. Donc, si tu arrives pendant le jour à avoir des radiateurs qui ont un fluide qui circule pour... transporter la chaleur de l'habitat vers l'extérieur et l'évacuer. Et puis pendant la nuit, tu coupes les pompes et du coup tes radiateurs ils sont plus actifs, quoi. T'as plus de lien thermique vers l'extérieur, donc t'as plus de perte de chaleur vers l'extérieur et t'es quasi isolé. T'as toujours besoin d'une source d'énergie la nuit pour fournir, pour que tes systèmes fonctionnent, ta pression, etc. Mais pour moi ça c'est faisable, c'est vraiment faisable. À mon avis. Alors, il faut regarder un peu plus dans les détails. Mais bon, à mon avis,
bon, c'est faisable, à mon avis. Il faut faire des bilans au niveau système, etc. J'en viens toujours là, parce qu'à la fin, il faut que tout marche ensemble, et surtout, il faut pouvoir atterrir de la masse. Ouais, bien sûr, non, mais c'est clair. Je vais y revenir, c'est pas facile. Ouais, et c'est super intéressant. Non, mais c'est des discussions super intéressantes. Hein. C'est vraiment des projets sur lesquels moi j'adorerais travailler. J'aimerais beaucoup travailler là-dessus. Aydendal nous demande, le jour avec le surplus de chaleur, tu fais fondre la glace. La nuit, tu laisses passer. Ouais, mais en fait, c'est aussi une très bonne idée d'utiliser. Il y a des concepts d'habitat qui en gros, mettrait par exemple une espèce de radiateur ou de truc dans le sol et qui chaufferait le sol. Et puis du coup, comme la régolithe lunaire, elle a une très faible conductivité thermique, ta chaleur, elle reste à peu près localement. Et du coup, basé sur cette masse de poussière que tu as chauffée, elle te délivre sa chaleur la nuit. Donc c'est pas mal, c'est un bon concept aussi, ça pourrait marcher. Mais il faut faire attention parce que l'échange de chaleur avec la régolithe, il est très très faible. Et donc, c'est quasi un isolant parfait. Donc en gros, si tu comptes là-dessus, tu vas avoir beaucoup de mal à évacuer ta chaleur, donc tu vas surchauffer. Le mieux qu'on ait, c'est des radiateurs. Hein. C'est des radiateurs. Voilà. Ouais. Je parlais plutôt dans le cadre d'une mission robotique assez contrainte, en fait. Quand on regarde des missions robotiques qui sont lancées sur des lanceurs, je dirais, qui permettent de mettre 3 tonnes en orbite géostationnaire, etc. On est très, très contraint au niveau de la masse. Donc, ensuite, on suit beaucoup la masse parce que le moindre kilo ou les moindres 100 grammes qu'on ajoute quelque part sur le spacecraft pour le faire atterrir ou pour le faire marcher pendant la nuit ou le jour, etc., c'est ça de moins pour des payloads. Et donc, c'est ça de moins, je dirais, de retour sur investissement de la mission. Ouais, donc, c'est aussi ça qui est compliqué à gérer. C'est pas pareil, évidemment, si on est dans le cadre d'une mission humaine ou dans le cadre d'une mission plus grosse, où là, en effet, je pense qu'il y a tout un autre scénario s'ouvre. On n'en est pas encore là, on est plutôt à une étape maintenant, je dirais plus robotique encore, même si les États-Unis maintenant poussent énormément pour un retour très rapide vers la surface de la Lune. Mais oui, il y aura, je pense, un certain nombre d'atterrisseurs, comme a démarré la Chine robotique avant d'arriver à poser de nouveau des humains sur la Lune. Ouais. Alors, Ezouak nous dit, donc chauffer la régolithe, c'est difficile parce que ça conduit mal la chaleur. Par contre, avoir une grosse masse d'eau pour faire tampon, sachant que tu la mines sur place, ça peut être aussi intéressant. Et c'est tout à fait vrai. Et alors, c'était intéressant aussi, Apollo, en fait, j'ai regardé le système thermique d'Apollo. Quand tu regardes le truc, ils n'ont même pas de radiateur. Donc, tu te dis, mais comment ça peut ne pas surchauffer ce truc-là? Et en fait, c'est qu'ils utilisent de la vapeur d'eau dans les murs de la sonde. Du module lunaire, et en fait ils ont des pores à travers les murs et la vapeur d'eau l'eau liquide se vaporise et du coup ils utilisent la chaleur latente de l'eau pour évacuer de la puissance par dissipation, par vaporisation de l'eau. Et je trouve que c'est un concept qui est super intéressant. Je savais pas. Voilà. Écoute, on peut continuer si tu veux. Alors, l'autre sujet dont je voulais parler un petit peu, c'est pourquoi, comme on entend souvent, retourner vers la Lune. Alors d'abord, la première chose sur laquelle j'insiste quand même souvent, c'est de dire, mais l'Europe, on n'a pas été à la surface de la Lune, donc on n'a pas développé toutes les technologies nécessaires à aller à la surface de la Lune et aussi à y rester. On a fait beaucoup d'autres choses. Il y a des choses qu'on peut utiliser, d'autres missions, d'autres destinations, de missions scientifiques. Mais aujourd'hui, l'Europe n'a pas atterri. Donc, ça, c'est quand même important de l'avoir en tête parce qu'il y a des développements de technologies dont on a toujours besoin. Je pense aujourd'hui aussi que c'est certainement la destination la plus atteignable pour l'homme, comme on le voit aujourd'hui avec le push des États-Unis par rapport à Mars, même si Elon Musk est hyper confiant et motivé pour emmener des humains vers Mars, le besoin de combler, je dirais, un trou technologique pour le faire est quand même beaucoup moins pour aller à la surface de la Lune. Donc c'est pour ça
qu'il y a ce regain d'intérêt. J'ai mentionné déjà la découverte qu'il y avait de l'eau à la surface qu'on n'avait pas soupçonné, bizarrement. Donc ça aussi, ça certainement, ça joue. Il y a beaucoup de régions qui ne sont pas explorées. Finalement, la surface de la Lune, c'est à peu près la surface du continent africain. Donc c'est comme si on disait qu'on avait exploré l'Afrique avec les quelques missions qui avaient été, quoi. Donc, il y a quand même encore beaucoup de choses à découvrir scientifiquement. Et puis, évidemment, comme on a déjà discuté pendant toute la discussion, qu'on a déjà touché pendant toute la discussion, c'est qu'on peut tester là-bas de nouvelles technologies en gravité partielle, par exemple, qui n'est pas la même chose que la microgravité, qui donne un point supplémentaire d'expérience sur des technologies qui sont sensibles à la gravité. Donc, pour moi, la perspective, évidemment, la perspective est totalement différente. On n'y va pas... on y va pour y rester, on y va pour voir si on peut y rester plus longtemps. Donc, ce n'est pas du tout la même perspective que dans les années 60-70. Non. C'est un côté. Mais par contre, on retrouve à peu près la même perspective que l'orbite basse il y a 20 ans. Oui. C'est ça. C'est en gros, on veut s'y positionner et y rester, quoi. Oui. Et, donc, et Angélique nous dit, non, du coup, on ne connaît pas tant que ça de la Lune, non. Enfin, Apollo a toujours atterri dans les latitudes proches de l'équateur, donc on ne connaît pas du tout les pôles lunaires, vraiment pas du tout. En fait, ouais, je sais pas si je me rappelle plus. Je vais défiler rapide à travers mes slides là, parce que je sais pas si j'ai pas mis quelque chose en backup. Non. Je suis désolée, je l'ai pas pris. Mais en fait, toutes les missions russes et américaines et l'une des deux chinoises ont atterri vers une bande autour de l'équateur. Il n'y a personne qui a atterri au pôle. Et il y a une seule mission qui a atterri sur la face cachée de la Lune. Ce sont les Chinois en 2019. Chang'e 4 ? Ouais, Chang'e 4. J'y reviendrai. Je crois que j'ai mis quelques photos là-dessus sur la prochaine slide. Et c'est très impressionnant. Donc en effet, comme j'avais mentionné, la Lune a quand même été un petit peu délaissée, j'ose dire, pendant un certain nombre d'années, vu que la Chine a renouvelé ça uniquement en 2013 avec Chang'e 3. Ils ont même atterri un rover, déjà avec leur première mission, et ça faisait 37 ans que la surface de la Lune n'avait pas été, disons, touchée de façon contrôlée. Pourquoi aussi on va sur la Lune de façon différente aujourd'hui ? Donc il y a ces objectifs, etc., les perspectives dont j'ai parlé, mais tout simplement parce que nous qui travaillons sur ces missions, on est différents des ingénieurs des années 60 et 70. On a été éduqués, on a été formés de façon différente. On a aussi une révolution des instruments, évidemment, scientifiques, des outils scientifiques, de l'instrumentation d'engineering, sur le project management et tout ça. Ouais. Et donc, on développe de façon différente. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Non, mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose il y a... C'était combien ? 50 ans que maintenant on sait faire la même chose, parce que voilà, tout a changé, quoi. Vraiment tout a changé. Tout a changé. Il y a beaucoup d'obsolescence de composants finalement. Quand on design quelque chose et qu'on veut produire plusieurs modèles, par exemple, pour lancer quelque chose, ou si ça s'étale, si on lance ça pendant 30 ans, il y a beaucoup de composants électroniques qui ne seront plus fabriqués, etc. Et c'est aussi vrai dans les systèmes de propulsion qui sont très importants pour atterrir. Parce que finalement, atterrir, c'est l'inverse d'un lancement en quelque sorte sur la Lune. Ouais, complètement. On essaye de freiner un lancement, on accélère pour échapper à la gravité terrestre, alors qu'un atterrissage, on freine pour se poser et ralentir sa vitesse afin de se poser de façon contrôlée à la surface. Et le nerf de la guerre d'atterrir, c'est le nerf de la guerre de lancer, c'est le système de propulsion. Et il faut un système de propulsion très particulier dont on appelle en anglais du throttling, qui permet en fait de diminuer au fur et à mesure la poussée du moteur pour s'adapter à la masse qui diminue en fuel de l'atterrisseur. Si je me rappelle bien, en fait, quand on atterrit sur la Lune, il y a 1/3 de la masse qui est du fuel au départ. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, ouais. C'est fou.
Au Juste, départ de l'orbite, hein, donc sans avoir été arrivé. Oui, c'est énorme. La quantité, finalement, un atterrisseur lunaire, c'est comme un lanceur, c'est une bombe. c'est une grosse, c'est un gros carburant, enfin c'est un gros C'est beaucoup de carburant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il y a beaucoup de carburant, réservoir. il faut aussi des réservoirs pour tenir ce carburant. Il faut que ces réservoirs soient solides structurellement. Et ça a beaucoup de masse. Bien sûr. Donc très vite, ça a l'effet boule de neige, quoi. On rajoute un petit peu de carburant parce qu'on va atterrir un peu plus de masse, mais en rajoutant un peu de carburant, on rajoute de la structure. Si on rajoute de la structure, il faut qu'on rajoute un contrôle thermique pour bien contrôler la température. Enfin, tout est boule de neige et à effet à itération. Ouais, tout à fait. Et alors, il y a Exanguination qui nous demande, est-ce que atterrir sur la Lune serait intéressant pour apprendre comment mieux atterrir sur Mars? Alors, c'est une très très bonne question, c'est très intéressant. Il y a je dirais, oui, il y a des synergies entre les deux, mais quand même, c'est très différent. Parce que sur la Lune, évidemment, il n'y a pas d'atmosphère, même s'il y en a en fait un tout petit peu. Mais on ne va pas utiliser de parachute et on ne peut pas utiliser l'atmosphère pour freiner. Donc, en effet, la Lune, c'est vraiment tout propulsif. Il faut des moteurs pour freiner. Alors que sur Mars, ce qui est très compliqué, c'est l'enchaînement de l'atterrissage et des différents... on n'a pas seulement un moteur, on a aussi un parachute. D'abord, je devrais dire, on a d'abord ce qu'on appelle un bouclier de chaleur qui permet de ralentir, puis après une ouverture des parachutes, et c'est seulement vers la fin qu'on actionne des moteurs. Donc la dynamique est quand même différente. Mais on peut bien sûr apprendre, et je pense que il est très important de réussir à avoir une base de données de ce qui est enregistré pendant les opérations et d'essayer de transmettre ça aux autres projets. Et ouais, pour moi, c'est quelque chose que j'essaye beaucoup de pousser, d'être sûr que finalement, oui, bien sûr, ce qui est important dans une mission, c'est de voler, mais ce qui est très important, c'est aussi d'opérer l'instrument, de comprendre comment vraiment il réagit, et après de pouvoir en retirer le bénéfice en disant, bah là, en fait, finalement, dans mon design, j'ai pris trop de marge. Bon, c'est très bien, je vais peut-être l'opérer plus longtemps. Par exemple, j'ai mis trop de fuel, je pourrais faire des manœuvres supplémentaires, mais de façon à avoir un retour d'expérience. Et ça, je pense qu'il y a encore moyen certainement de faire mieux dans ce domaine-là. Aussi parce qu'aujourd'hui, les gens qui opèrent ne sont pas souvent les gens qu'on designé ou qu'on vérifié ou qu'on parcouru. Il y a peut-être un manque de dialogue entre ces deux communautés-là, je pense. Ouais, ou même des gens qui seraient peut-être intéressés pour opérer ce qu'ils ont designé et c'est pas fait comme ça. Ou il y a peut-être une réflexion à avoir dans ce domaine-là. Tout à fait. Ben nous dit on connaît quand même un petit peu les pôles via les orbiteurs, c'est vrai, mais on n'a jamais posé à la surface. On s'est jamais posé à la surface, donc forcément on n'a que des fourchettes. Par exemple, je sais que pour les chiffres de concentration en glace d'eau, bah les fourchettes vont de 2 ou 3% à 30%. Et donc, entre les deux, bah, c'est dans l'inconnu complet, quoi. Il faut mettre un curseur quelque part, quoi. Et voilà. Bah écoute, et du coup, j'allais dire aussi, peut-être que l'atterrissage lunaire avec les thématiques qu'on va aborder bientôt sur la navigation, ça peut être aussi applicable sur Mars en termes d'atterrissage. Détection des obstacles, etc. Je vais revenir là-dessus. En effet, c'est applicable sur Mars. Je vais revenir là-dessus. Ok, très bien, très intéressant. Super. Donc là, je ne vais peut-être pas y passer trop de temps, mais quand même, je pense que c'est important de noter ce qu'a fait la Chine. Et je voulais mentionner quelque chose. Et chaque mission spatiale, pour moi, qui travaille dans le domaine, c'est un scoop. C'est une réussite, même si... la Lune a déjà été, on a déjà été sur la Lune, même si une mission scientifique, on s'est déjà approché du Soleil. Quand on a travaillé sur ces missions, et je reviendrai aussi un peu là-dessus, quand on a essayé de vérifier pour un environnement qu'on ne connaît pas et de penser à tout ce qui pourrait arriver ou pas marcher et de trouver une solution qui tient. Toute mission est une merveille. Ouais, et donc, quand la Chine, je peux pas cacher, quand la Chine s'est posée sur la face cachée de la Lune, mais j'ai été extatique. Je me suis dit, c'est pas croyable. À la deuxième mission,
ils sont capables d'envoyer une mission à la surface de la Lune. Bon, la première, c'était déjà impressionnant parce qu'il y avait une rover, ce qui ajoute quand même beaucoup de complexité sur comment le mettre sur le spacecraft, comment le dérouler après pour qu'il puisse sortir, etc. C'est très compliqué. Mais là, quand même, aussi aller sur la face cachée de la Lune, je ne sais pas si le grand public est très sensible à ça. Non, mais parce qu'ils ne sont pas sensibles à la Chine et à ses activités. Ouais, et c'est vraiment des miracles, mais aussi beaucoup de persévérance d'ingénierie, de gens qui ont pensé le moindre petit détail. Et c'est une œuvre d'art. Non, c'est super. Je suis ravi d'avoir autant d'enthousiasme pour cette partie de l'exploration. C'est super de savoir qu'il y a des gens à l'ESA qui sont autant passionnés de voir des choses atterrir un jour avec le petit drapeau européen et le logo de l'ESA. Ce serait vraiment, vraiment super. Et vraiment, vraiment, j'espère de tout cœur que tu pourras un jour assister à l'atterrissage de la caméra sur laquelle tu as travaillé pendant des années. Donc, vraiment, je te le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Donc là, les deux images là, c'est Chang'e 3 et ça c'est Chang'e 4, donc sur la surface cachée de la Lune. J'ai mentionné deux autres atterrisseurs qui sont aussi très impressionnants. Donc un développé par l'agence, donc c'est une agence nationale indienne. Ils avaient ce projet-là depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous avez suivi cette mission. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Ils ont perdu aussi le contact pendant l'atterrissage. Ça a été le même cas pour des raisons différentes, je pense, pour un atterrisseur ici que vous voyez qui est israélien, mais lui qui a été développé beaucoup plus commercialement. Donc le premier atterrisseur, je dirais, avec une grosse composante commerciale, ça a été Bereshit, celui des Israéliens. Et je pense qu'ils sont en train de travailler pour monter un autre atterrisseur et retenter de nouveau. Ils ont raison. Ils ont acquis tellement d'expérience et tellement de compréhension de leur système qu'il faut le revoler le plus rapidement possible pour maintenir la continuité des équipes, je pense, et en tirer le maximum possible. Donc oui, atterrir, je tiens à le dire, même si ça a été fait dans le passé, même si c'est encore fait aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Surtout quand on part de zéro. Là, on parle des Israéliens, ne l'avaient jamais atterri avant. Donc c'est pas parce que les Américains l'ont fait que tout le monde sait le faire, quoi. Non, et les Américains ont certainement beaucoup d'expérience là-dedans, surtout sur Mars aussi maintenant. Mais atterrir, c'est la phase extrêmement critique. Et ces deux landers qu'on voit là se sont crashés dû à un problème pendant le landing. Donc cette phase, elle est très difficile à gérer. Et elle est aussi très difficile à gérer parce qu'elle est très difficile à vérifier. On ne va pas atterrir quelque chose sur la Terre dans les mêmes conditions. Donc, on est obligé de faire beaucoup de simulations et des fois, les simulations ne sont pas représentatives ou on n'a pas tout prévu. Donc, je passe maintenant à un sujet qui me tient quand même assez à cœur. C'est toutes ces nouvelles technologies d'atterrissage. Je vais passer rapidement sur ces slides, mais un des projets sur lequel je travaille, je vous ai parlé qu'on avait essayé d'isoler certaines parties du lander européen original. On avait une technique justement qui était très innovante, qui est ce qu'on appelle la navigation visuelle. Et la navigation visuelle, en fait, je peux vous donner deux perspectives de le voir. De un, vous avez peut-être vu en juillet l'année dernière l'atterrissage d'Apollo. Et on voit bien que Neil Armstrong, à un moment, doit prendre les commandes pour éviter un cratère. Et le décide au dernier moment avec beaucoup de tension entre les équipes d'opération et les astronautes à bord. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui sur un système qu'on a appelé pilote, c'est en fait de permettre ça de façon automatique. Donc on embarque en fait des capteurs à bord qui sont capables d'enregistrer les images à bord, de les analyser à bord, ce qui paraît très simple aujourd'hui avec toutes les technos numériques qu'on a, les portables qu'on a qui font des choses complètement folles, mais dans l'espace, on n'embarque pas le même type d'ordinateur, on n'a même pas la même capacité de mémoire, etc. Et donc ce traitement d'image est déjà la pointe de ce qu'on peut faire dans le spatial. Et pour des atterrisseurs, on est d'habitude très conservatif. Donc, pourquoi nous dit Angélique? Surtout parce que les radiations, évidemment.
Et puis le fait qu'il faut, il y a des cyclages thermiques, tu vois, tu as un ordinateur qui fonctionne de moins 50 degrés à plus 50 degrés, voilà, des composants, il faut qu'ils soient robustes, qui sont une architecture où il y a des composants qui sont chargés de vérifier les informations qui sont envoyées par les capteurs. Donc tu vas avoir toute une architecture logicielle qui est liée autour de ça, avec plusieurs signaux copiés qui viennent dans des composants qui viennent voter, de savoir quel signal est cassé, quel signal est bon. Enfin, il y a toute une architecture logicielle qui est complètement différente de ce qui se passe dans nos ordinateurs aujourd'hui, sur Terre. Aujourd'hui aussi, je pense que l'approche quand même, c'est difficile de penser autrement, c'est que quand on lance une mission, on veut que ça marche. Donc, on va s'assurer que tout est fait pour être, comme a dit Corentin, robuste, qu'on a fait le plus de tests, etc. Et parce que c'est quand même des missions qui coûtent cher. Et je dirais, l'approche de prendre des risques, d'essayer, d'avoir un échec, comme par exemple comme un démarrer Bereshit, c'est très récent. Et c'est quelque chose sur lequel on peut prendre des risques de prendre des composants, par exemple, moins peut-être robustes, des choses qui sont plus performantes, mais où il y a un risque de perte de satellite plus grand. Aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment, je dirais, de méthode et d'approche pour suivre ça pour des missions quand même compliquées comme une mission lunaire. Non, je comprends. Et donc, ce système pilote-là, je vais y revenir, en fait, il permet d'atterrir dans des zones du pôle sud. Parce que comme vous avez vu sur l'image dont je vous ai montré, en fait, atterrir au pôle sud, c'est beaucoup plus atterrir dans les Alpes que d'atterrir aux Pays-Bas, quoi. Oui, parce qu'il y a des cratères partout, quoi. Il y a des cratères, il y a des montagnes, il y a aussi pas mal de pentes et il y a aussi des rochers. Et donc, on va essayer d'éviter ça. Et en fait, ce qu'on développe aujourd'hui, c'est un système de navigation visuelle qu'on peut aussi comparer, si je fais une comparaison terrestre, en fait un peu les techniques de parking automatique de vos voitures et parking intelligent des voitures. C'est vachement bien, ouais. C'est vrai que c'est... Voilà, on a des capteurs à bord, on a un lidar par exemple qui scanne le terrain et qui nous donne l'indication à bord d'où on doit garer l'atterrisseur. Eh bien, c'est pas plus compliqué que ça. Mais il faut le faire avec des technologies spatiales. Et là, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Bien sûr. Et puis aussi avec ces... Alors, je suppose que le jeu d'ombre, les ombres très longues, très larges, ça doit être difficile à appréhender parce que tu sais pas vraiment si c'est un cratère ou si c'est un rocher. Ça doit être compliqué. Tout à fait, Quentin. C'est pour ça qu'on embarque aussi un lidar à bord qui est à base d'un laser qui, lui, n'est pas sensible aux ombres et aux illuminations. On a des caméras parce qu'on veut aussi éviter de se poser dans une zone d'ombre pour pouvoir tout de suite avoir de l'énergie sur les panneaux solaires et être en illumination. Mais on a aussi un lidar qui nous permet d'analyser le terrain, même en conditions d'ombre. Ah mais oui, c'est vrai, punaise, j'avais pas réfléchi à ça. Mais si tu atterris dans une zone d'ombre, t'es foutu. Ouais. Ah ouais, punaise. Ok, d'accord. Bon. Bah oui. Non, mais à c'est part super s'il y a intéressant. des années pour, mais c'est quand même aussi beaucoup plus compliqué. Et puis, ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus au pôle sud, c'est qu'il faut non seulement avoir de la puissance, mais c'est quand même bien d'avoir un lien avec la Terre pour être sûr que tout le système fonctionne correctement. Donc, quand on superimpose en fait les moments où on voit la Terre et où on voit le Soleil, eh bien, des fois, il ne reste pas grand-chose dépendant où on est. Donc, c'est très spécifique de la topographie. Et là, il y a un boulot énorme pour ceux qui sont intéressés en sciences. Et en manipulation des images lunaires, parce qu'il faut essayer de comprendre cette topographie et de faire le lien souvent sur des images qui ont été prises d'orbite scientifique avec des aspects ingénierie pour l'atterrissage de précision. Donc en fait, le système qu'on développe, ça permet d'atterrir avec précision beaucoup plus que ce qu'on sait faire aujourd'hui. On parle d'une centaine de mètres, alors qu'habituellement, c'est plutôt de l'ordre du kilomètre. Alors c'est un ordre de 10 et c'est quand même très important. Surtout si on veut aller dans des endroits très spécifiques où il y a des caractéristiques d'illumination très spécifiques. Et puis tout ce qui est hasard, détection de roches, de rochers et de pentes, ça permet d'atterrir au pôle sud et d'atterrir avec plus de sécurité. Donc l'idée, c'est d'augmenter les probabilités de succès d'une mission. Ouais, je comprends. Donc là, j'ai fait un petit résumé de ce qu'avait fait l'ESA quand même, parce qu'on a fait quand même on a quand même eu une expérience dans ce domaine-là, notamment sur la navigation visuelle. Je mentionnerai la TV qui est capable de faire du rendez-vous. Finalement, faire du rendez-vous, c'est-à-dire amener un objet
en contact avec, par exemple, la Station spatiale internationale, il faut approcher de la Station spatiale internationale. Et la façon dont on le fait aussi, ça peut être basé sur de la navigation visuelle avec des caméras, des cibles sur la station, etc., qui permettent en fait, en automatique, de s'approcher de la station et de s'y amarrer. C'est exactement le même type de technologie qu'on fait pour atterrir, sauf que nous, on n'a pas de cible encore à la surface de la Lune. Et donc, mais il y a un lien, et souvent, ce qui est très agréable de voir, c'est que les ingénieurs qui travaillent sur ces algorithmes travaillent aussi bien sur des algorithmes de rendez-vous que aussi des algorithmes de traitement d'image à l'atterrissage. J'ai aussi mentionné Rosetta, bien sûr, qui a atterri, qui a eu beaucoup de suspense et d'aventure lors de son atterrissage, très intéressante, qui n'avait pas de système comme ce qu'on est en train de développer à bord. Parce que, elle n'avait pas le moyen d'ajuster sa trajectoire pendant la descente. Enfin, Philae n'avait pas le moyen d'ajuster sa trajectoire. Et les dynamiques sur une comète sont bien sûr très différentes parce que le niveau de gravité n'est pas pareil. Donc, je pense que, tu vois, sur la Lune, tes moteurs sont en puissance en permanence. J'imagine là que ça fait énormément de bruit. Bah, pas vraiment, non, parce que dans le vide... Non, dans le vide, non, mais la façon dont je me le représente, c'est que tous les moteurs sont à fond. Et que c'est vraiment c'est comme un lanceur, vraiment. Alors que sur une comète, on parle de petits c'est que des petites pichenettes. Alors, une fois qu'il y aura des cibles et des balises radiofréquences sur la Lune, quelle précision d'atterrissage on peut espérer? Franchement, Corentin, je n'en sais rien. Je n'ai pas l'ordre de grandeur en tête. Ça dépend aussi, je pense, combien tu as de balises, etc., du système. Je pense qu'on pourra peut-être aller dans la dizaine de mètres, mais je m'avance, je n'ai pas la réponse. Exact. Mais l'idée, c'est quand même sur les premières missions, si on définit un endroit dans lequel on a envie de revenir, c'est de poser des balises pour faciliter l'atterrissage des missions suivantes. Moi, je pense que ça fait je pense pas qu'il y a d'architecture, de scénario encore bien précis, mais pour moi, ça fait du sens, quoi. Ça n'empêche pas, je pense qu'il faut quand même maintenir cette possibilité d'atterrissage automatique, parce que comme dans toutes ces grosses missions, on souhaite avoir des systèmes différents. Ouais, bien sûr. Et surtout quand, par exemple, il y a des astronautes à bord ou des choses comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est super intéressant parce que ces cibles-là, ça m'a fait penser à la mission japonaise Hayabusa 2, où ils ont déposé des cibles à la surface de l'astéroïde avant de refaire leur descente. C'était bien. C'était intéressant. Et j'ai fini par mentionner l'atterrisseur martien de l'ESA, qui a malheureusement eu un échec en 2016. Et je voulais le mentionner d'un côté positif, parce qu'il y a énormément comme on a dit, atterrir est extrêmement compliqué. Et il y a énormément de retours qui a été fait pour le développement de la prochaine mission. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi switcher de mentalité vis-à-vis d'un échec. Et que l'échec, c'est aussi pour retenter et c'est aussi pour apprendre. Et c'est vrai dans beaucoup de choses, de toute façon, dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est une mentalité qui est extrêmement positive, tout à fait. C'est comme ça qu'on va réussir à faire des trucs. Alors, bien sûr, il faut faire les choses professionnellement, etc. Ça n'empêche pas d'avoir un soin extrêmement particulier et du détail quand on fait ça. Mais je pense qu'il y a je pense que l'état d'esprit vis-à-vis d'un échec est très important et on peut en retirer beaucoup. Ouais, mais moi je suis d'accord avec ça. Bon, là c'est une petite vision du pôle sud si on atterrit, je vais peut-être passer un peu. Donc là je voulais vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler le pôle sud. Donc effectivement c'est pas facile d'atterrir en automatique sur ce genre de région. Alors là ce que tu montres, est-ce que tu as une idée de la taille de cette montagne? Je pense que c'est dans les 5 km. De quoi? De haut? Ouais, ça peut être très haut. C'est plusieurs kilomètres de haut. Ah ouais, non. Donc on a quasiment le mont Everest devant nous, là. Ah, c'est très... Ouais. Les variations de topographie au pôle sud sont énormes. Oh là là, c'est dantesque, hein. Ouais, c'est dantesque. Et puis c'est impossible de se faire une idée de l'échelle. On ne sait pas si on regarde un caillou ou si on regarde un... Ouais, c'est très difficile. Mais si on regarde un peu la surface de la Lune autour, on s'aperçoit qu'on est quand même encore assez haut. Le Mont Blanc, plutôt. Oui, pardon, le Mont Blanc. Tout à fait.
Donc là, Grosse montagne. c'est juste quelques schémas qui expliquent un petit peu les caractéristiques particulières des pôles. Ça ressemble un peu quand même aux caractéristiques qu'on a au pôle de la Terre. C'est expliqué par l'axe de rotation incliné de la Lune par rapport au plan de l'écliptique, ainsi que le plan d'orbite de la Lune pour en fait la possibilité de voir la Terre et les stations sol pour pouvoir communiquer. Donc, comme je vous expliquais avant, il y a quand même les scénarios d'opération de mission au pôle sud sont assez compliqués du fait qu'on doit assurer, en effet, vue du Soleil, on doit assurer vue de la Terre, et tout ça, ça doit bien s'imbriquer pour permettre un scénario de mission le plus optimal. Mais vue de la Terre, c'est une contrainte qui peut être évitée si tu fais une autre mission, comme un peu la Chine l'a faite avec sa mission pour le rover sur la face cachée, avec un orbiteur, donc un satellite en orbite autour de la Lune, qui fait ton relais de communication entre ton satellite au sol et la Terre. C'est certainement le futur. La Chine a déjà placé dans une orbite très particulière, en fait, un orbiteur en même temps que Chang'e 4. Et c'est pour ça qu'ils ont pu faire d'ailleurs aller à la face cachée de la Lune. Bah oui, oui. Et il y a quand même il y a d'autres projets en cours, notamment, je pense, des projets commerciaux pour pouvoir offrir un relais de données, mais aussi, pourquoi pas, un service de navigation depuis orbite. Mais je pense que ça, c'est un des trucs les premiers, enfin une constellation CubeSat sur navigation de la Lune, il y a déjà, il y a un besoin de dingue, quoi. Tu ferais gagner en masse sur plein de missions. Et il y a aussi il y a aussi une initiative européenne pour développer un service de communication commercial. Et je pense que l'Europe devrait être bien placée. On est très bon en satellite de communication. Le business plan de la Lune, pour moi, encore n'est pas établi. Mais certainement, pour moi, il devrait pouvoir y avoir quelque chose à faire dans le relais de données en service commercial. D'accord, ok. Mais alors, en termes de navigation, c'est pas encore positionné parce que notre expérience de Galileo, elle est quand même intéressante. Elle pourrait être applicable. Oui, elle pourrait être applicable, mais bon, envoyer une constellation autour de la Lune, c'est quand même un certain investissement. Il faut être sûr qu'il y a un certain nombre de clients. Donc, pour avoir une initiative commerciale viable, c'est comme toute. Il faut créer le besoin et il faut être là au bon moment. Et c'est pas encore très très clair. La dynamique de tout ça, c'est complexe. Alors, Simon qui travaille au CNES, nous a dit quand on faisait une analyse mission l'année dernière au CNES, on s'est rendu compte que notre orbite, a priori circulaire, finissait par osciller entre 15 km d'altitude et 150 mètres, justement à cause de ce relief pas facile à intuiter. Ouais. En effet, on a fait. Ouais. Non, je suis pas étonnée. Ça dépend. Il faut essayer de trouver il y a des possibilités d'orbite stable, mais le modèle de gravité lunaire est en effet très variable. Et oui, il faut bien viser et il faut choisir la bonne orbite. Et ces orbites ne sont pas toujours stables. Et ça veut dire aussi des fois qu'on est limité pour rester en orbite de la Lune parce qu'il faut pousser le spacecraft. Ouais. Et... Non, c'est très intéressant. C'est super intéressant. Apparemment, Elswak nous dit qu'il y a une étude au CNES qui semble s'intéresser autour d'une constellation CubeSat autour de la Lune. Oui. Mais je pense qu'il y a... Ouais. Au niveau CubeSat, ça fait quelques années que... je pense qu'il y a des initiatives qui ont démarré sur des CubeSat lunaires et vers d'autres destinations même plus lointaines, et c'est certainement très intéressant. Et il faut... Dès l'année prochaine, normalement, la NASA, avec son premier vol Artemis de la capsule Orion à vide, envoie déjà, je ne sais plus combien de CubeSat, 6, je crois, un truc comme ça. Il y aura 6 CubeSat, il me semble 6, et je pense, mais je ne sais plus exactement le statut du projet, mais il me semble qu'il y aura peut-être un CubeSat lunaire européen. Ah oui? Dans la mission Artemis 1? D'accord. Je pense qu'en tout cas, la possibilité, je ne sais pas si le CubeSat est prêt, après, je ne connais pas le dernier statut du projet, mais en tout cas, il y a eu des discussions pour envoyer un CubeSat lunaire européen. D'accord, ok, super intéressant. Bon, donc super. Voilà. Est-ce que... Là, alors, attends, je coupe la vidéo et je reprends la vidéo.